Merci, Monsieur le Président. Merci tout d'abord à vous d'avoir débuté cette séance plénière en rendant hommage à notre collègue Elisabeth Lalanne-Dehaut qui est décédée récemment. L'ensemble des élus de notre groupe y sont particulièrement sensibles. Cette séance plénière sera largement consacrée au budget, à vos choix budgétaires, au vote du budget 2020. Vous nous en avez fait évidemment, comme à l'accoutumée, une présentation très valorisante. On voit bien en tout cas que c'est un budget de campagne électorale. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus d'un an de l'échéance régionale et on voit que vous nous avez fait un budget sur mesure pour accompagner l'ensemble des effets d'annonce de votre campagne. 874 millions d'euros d'investissement annoncés. C'est d'autant plus facile de le faire à cette date que, évidemment, on ne saura ce qui aura été effectivement réalisé, on connaîtra le montant exact des restes à réaliser que lors du vote du compte administratif, c'est-à-dire en juillet ou en juin plutôt 2021, c'est-à-dire après les élections. Donc évidemment, faire des annonces d'investissement très lourds comme ça un an avant, ça vous engage en réalité pas beaucoup. Vous nous parlez de la dette, de la maîtrise de l'endettement. En réalité, comme nous l'avions annoncé d'ailleurs dès le début de cette mandature, on assiste à une hausse continue et rapide de l'endettement régional. C'est vrai que l'endettement était très faible lorsque vous avez récupéré les rênes de la région. Aujourd'hui, on n'est plus dans un endettement faible, on est dans un endettement qui est encore raisonnable mais qui suit une trajectoire inquiétante qui va nous faire passer assez vite le seuil du milliard d'euros d'endettement régional. Donc c'est quand même pas très rassurant pour les Normands. Vous avez évoqué un rapport de la Cour des comptes. Il y en a eu en réalité deux qui concernent de manière directe la gestion financière de la collectivité. Je voudrais revenir rapidement sur chacun d'eux. D'abord, celui qui concerne la fusion des régions et le coût de la fusion des régions. On observe dans ce rapport que c'est en Normandie que le coût de la fusion des régions a été le plus élevé ou parmi les plus élevés, alors que vous aviez annoncé au contraire, pendant la campagne électorale, tout le monde s'en souvient, des économies d'échelle dues à la fusion. Donc on peut constater que la gestion de la fusion en Normandie a été financièrement moins bonne qu'ailleurs, avec un impact pour le contribuable normand. Le deuxième rapport de la Cour des comptes, il concerne la gestion de la collectivité de 2014 à 2017, avec évidemment incluant la transition entre les deux régions, puis la collectivité régionale unique. Et là aussi, on voit que vous aviez annoncé 50 millions d'euros de baisse des dépenses de fonctionnement. C'est vrai, soyons honnêtes. C'est vrai, mais ça se fait au prix d'un endettement qui est quand même de plus en plus élevé. Et ça n'est qu'un rattrapage parce que le niveau d'investissement actuel de la région reste inférieur à la moyenne des investissements régionaux. On est, je crois, à 34% ici en Normandie contre 37% de moyenne nationale. Donc, quand on lit attentivement ces rapports de la Cour des comptes, on s'aperçoit que la présentation très favorable que vous nous faites de la gestion financière de la région doit être très largement nuancée. Je prendrai d'ailleurs un exemple de gaspillage de l'argent public, c'est évidemment Normandie pour la paix. On en a déjà parlé, mais on va continuer à en parler puisque vous persistez. Vous persistez dans l'infraction, chaque année en renouvelant cette initiative. On est évidemment, et tout le monde le voit bien, à des années-lumière de la compétence régionale. Et vous avez été, Monsieur le Président, ministre de la Défense il y a quelques années, et donc vous savez que la paix dans le monde est un sujet trop sérieux pour le confier à un président de conseil régional. Et qu'en réalité, les initiatives que vous prenez dans ce domaine sont non seulement sans aucune efficacité réelle, c'est une évidence, c'est même pas utile de le rappeler, sans aucun bénéfice pour la Normandie et pour ses habitants. Le seul bénéficiaire, c'est vous. Vous en bénéficiez sur le plan médiatique, vous valorisez votre image à peu de frais, mais ça coûte quand même de plus en plus cher. 350 000 euros annoncés dans la première édition. Les réponses qui nous ont été apportées ont montré qu'on était à 900 000 euros en 2018. Et on est évidemment dans la caricature de l'opération de communication. Au début, ça avait un aspect sympathique, défendre la paix. Ensuite, on est passé directement à Greta Thunberg. Donc voilà, une gamine déscolarisée, manipulée, qui annonce la fin du monde et qui nous explique que la crise climatique est due, je cite, au système
coloniale, raciste et patriarcale. C'est à elle que vous avez remis un prix, c'est à elle que vous avez payé un billet, je ne sais pas si c'est en train ou en avion, je ne pense pas que ce soit en bateau, à 5 000 €, les conseils du Védrine, 25 000 €, la pub dans Télérama, 6 000 €, la pub dans le New York Times, 17 000 €. Tout ça est un peu ridicule. Et la 3e édition, elle est annoncée non plus sur 2 jours, mais sur 3 jours. Ça n'est plus la Normandie conquérante, c'est la Normandie pérorante. Vous parlez maintenant du ferroviaire, vous en faites un peu le SAV, le service après-vente laborieux, à chaque séance plénière. À chaque séance plénière, vous êtes obligé de justifier les conséquences de choix dont nous avons dit dès le début qu'ils étaient très hasardeux. Oui, nous allons avoir de manière imminente sur les intercités des trains nouveaux. Oui, pour l'instant seulement, il ne va pas y avoir immédiatement corrélé à ce changement de matériel une augmentation du prix des billets, mais il est à craindre que ça intervienne dans les mois ou dans les années qui suivent. Mais évidemment, ces achats de nouveaux trains, eh bien, ça n'apporte pas d'amélioration du réseau, ça n'apporte pas d'amélioration de la fiabilité, ça n'apporte pas d'amélioration de la rapidité. Finalement, vous avez tout mis sur le matériel roulant et absolument rien dans le reste. En tant que député européen, j'ai eu l'occasion, avec mes collègues, il y a quelques semaines à Strasbourg, de rencontrer Guillaume Pepy juste avant qu'il quitte la présidence de la SNCF. Et nos échanges ne m'ont pas rassuré, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les intentions de l'État et de la SNCF pour améliorer les réseaux, pour améliorer les voies, pour effectuer les changements qui seraient susceptibles, dans la durée, d'apporter une vraie amélioration de la qualité du ferroviaire en Normandie. Donc la crainte que nous avons toujours formulée sur le désengagement de l'État que vous avez sciemment organisé, eh bien, elle se confirme malheureusement et ce sont les usagers normands qui en sont les victimes. Vous avez parlé du chômage, en soulignant que l'amélioration du chômage serait un tout petit peu plus forte en Normandie qu'ailleurs. L'amélioration plutôt la baisse du chômage. En réalité, ce n'est pas le cas. Vous parlez uniquement des chômeurs de catégorie A, mais toutes catégories confondues, le chômage continue d'augmenter partout en France et le chômage continue d'augmenter aussi, hélas, en Normandie. Donc quand vous nous dites que vous attribuez à l'ARN le résultat, ces bons résultats en matière de chômage, eh bien là aussi, vous en faites une présentation à la fois excessivement valorisante et, pour tout dire, un peu erronée. Vous nous avez parlé des énergies, de vos 4 chantiers, et ce qui me frappe immédiatement, il y a des choses que nous partageons, sur notamment les projets en matière d'hydrogène, etc. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que sur les 4 chantiers que vous évoquez, au-delà de l'opération de communication d'un GIEC normand, on a des grandes compétences régionales, on a des grandes compétences universitaires, des experts, c'est vrai, au niveau régional. De là à annoncer, là aussi, opération de communication, un GIEC normand, ça me semble un peu excessif, comme si c'était une excroissance du vrai GIEC, puisque c'est le terme que vous avez employé tout à l'heure, ou comme si c'était une sorte de concurrence locale du GIEC. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que, pas un mot sur l'éolien. L'éolien suscite de plus en plus de défiance de nos compatriotes. Vous avez toujours soutenu tous les projets éoliens, aussi bien terrestres que offshore. Aujourd'hui, la défiance de nos compatriotes à l'égard de cette énergie dont tout le monde voit bien qu'elle n'est pas une énergie d'avenir, qu'elle va coûter très cher aux contribuables, eh bien, d'un seul coup, vous n'en parlez plus. Et puis, pas un mot non plus sur le nucléaire. Pas un mot sur le nucléaire, alors que ça reste un atout majeur de la région, que c'est évidemment une énergie électrique peu chère, elle garantit un très grand nombre d'emplois sur nos territoires, et en particulier en Seine-Maritime et dans la Manche. Pas un mot sur ce sujet. Là encore, vous montrez finalement un peu incapable de ne pas vous aligner sur la bien-pensance. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas très à la mode de parler du nucléaire et de souligner que c'est aussi une énergie d'avenir et que le mix énergétique inclura évidemment le nucléaire. Votre rôle comme président de région, dans une région qui est à la pointe en matière de nucléaire, ce serait évidemment de faire preuve d'un peu plus de courage sur ce sujet. Enfin, Monsieur le Président, vous nous aviez habitués à chaque séance plénière depuis maintenant 4 ans, à commencer par une longue critique de l'État qui se désengage, l'État trop jacobin, tout ça n'est pas totalement faux d'ailleurs, et on a senti, à l'occasion de cette séance, que vous aviez levé le pied. D'un seul coup, on vous entend beaucoup moins sur la critique de l'État. Pourtant, la réforme des retraites suscite là aussi une grande défiance des Français. Vous n'en dites pas un mot
On voit bien que le projet du gouvernement, c'est de baisser les pensions, d'augmenter la durée de cotisation. C'est la raison profonde de ce changement, de ce détricotage de notre système de retraite par répartition. La question des régimes spéciaux, en réalité, est utilisée un peu comme un épouvantail, mais le vrai sujet, c'est évidemment la volonté du gouvernement d'aboutir à une retraite par répartition très minimaliste. Et puis ensuite, il y aura deux catégories. Il y a ceux qui sont capables de capitaliser par ailleurs et qui pourront s'assurer une retraite convenable, ceux qui n'en auront pas les moyens parce qu'ils sont beaucoup plus modestes et ils seront condamnés à une retraite de misère. Vous auriez pu en dire un mot, vous n'en parlez pas. Soit c'est parce que vous êtes d'accord avec le projet du gouvernement, soit vous ne seriez pas d'accord, mais vous n'osez pas le critiquer parce que vous avez en vue les échéances électorales à venir. On parle beaucoup du deuxième acte du quinquennat Macron. Le premier acte, ça a été l'arrogance et la brutalité. On nous vend le deuxième acte comme une sorte d'acte qui serait plus dans la concertation. On voit bien aujourd'hui que de concertation, il n'y a pas grand-chose, qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de deuxième acte, mais chez vous, dans votre mandature, on peut dire qu'il y a eu l'acte 1 qui était faire croire qu'on s'oppose à Macron et l'acte 2, eh bien, c'est d'arrêter de s'opposer à Macron pour préparer, là encore, les futures batailles électorales. Et j'en veux pour preuve l'absence de candidats présentés par les Républicains, c'est-à-dire par votre famille politique, par votre majorité régionale à Rouen et au Havre, le soutien direct à La République En Marche. On savait que la droite normande était le laboratoire du macronisme, avec Édouard Philippe, avec Bruno Le Maire, avec Sébastien Lecornu. Vous êtes en train d'accélérer dans cette direction, semble-t-il, mais ce serait bien d'avoir l'honnêteté de le dire aux Normands, parce que vous êtes à la tête d'une majorité régionale dite de droite. Je ne m'étendrai pas sur la pertinence ou non de ce qualificatif vous concernant, mais vous pourriez au moins dire la vérité. Est-ce que vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron ou est-ce que vous êtes toujours dans l'opposition à l'État? Cette clarification, elle est indispensable à l'aune des futures échéances, qu'elles soient municipales, départementales et régionales. Je vous remercie.